Je pense que on va pouvoir y aller. Donc, la présentation, vous allez voir, est en anglais, mais je vais parler en français, bien sûr. Je vais passer toute la présentation. Vous pouvez poser des questions via l'interface par écrit, et enfin, à la fin de la présentation, je regarderai l'ensemble des questions, je ferai une petite synthèse et je répondrai dans la mesure de possible. Sachant que ceux qui veulent m'interroger directement peuvent le faire en m'appelant ou en communiquant à l'adresse web qui est inscrite sur la première diapositive. Alors, la présentation va essentiellement donc tourner sur l'effet des traitements thermiques sur la valeur nutritionnelle du colza et plutôt orienté sur la digestibilité de la lysine. Donc on va d'abord voir un petit peu quels sont les enjeux qui sont touchés par cette question. On va surtout essayer de synthétiser les résultats de plusieurs études nutritionnelles qui ont été faites à base de tourteaux de colza qui ont été préparés par Oléa à Pessac et qui ont été testés par différents expérimentateurs. Donc principalement une étude faite sur porc à l'université de Hohenheim et une autre en relation en Grande-Bretagne et pilotée par le Scottish Rural College. Donc on regardera plus particulièrement donc les paramètres qui conduisent à la perte d'acides aminés et de leur digestibilité, et on finira par vous donner quelques pistes pour essayer d'améliorer le process par rapport à ces problèmes. Donc tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que le colza, c'est la première source européenne de matières riches en protéines. On voit sur cette figure, avec 3,9 millions de tonnes équivalent protéines, qu'on est très loin devant le tournesol et le soja et autres protéagineux. Donc la thèse que je soutiens au cours de cette présentation, c'est que on va perdre de l'ordre de 20% de la valeur protéique de notre produit du fait du process. Et donc il y a un énorme enjeu d'amélioration. Alors la diapositive que vous avez à présent sous les yeux, c'est un extrait de l'enquête qualité que fait Terrinovia, Terunivia, et donc à laquelle participent les triturateurs. Donc là, j'ai retenu juste 3 huileries et on voit donc sur ce graphe, sur l'axe horizontal, la solubilité des protéines dans la potasse versus les glucosinolates. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, on a un gros paquet de points qui se situent entre 40 et 45% de solubilité. Quelques cas des tourteaux qui sont surcuits, qui sont en dessous de 40% de solubilité. Et donc, c'est ces chiffres qu'il faut avoir un peu à l'esprit pour la suite, puisque ça situe un peu ce qu'on va trouver dans beaucoup des tourteaux qui sont produits en France. Alors, je mets un petit bémol, c'est pas toutes les usines qui sont aussi cuites, mais là on a quand même un échantillonnage de très grandes usines. Alors le premier aspect, c'est quand on regarde la teneur en lysine des produits, on voit que le pourcentage de lysine par rapport aux protéines est différente entre les graines et les tourteaux quand on regarde le colza. Alors je suis pas 100% sûr de ces chiffres, je les ai sortis de Feedbase. Je pense que d'autres sources diraient peut-être des choses un peu différentes, mais c'est quand même assez cohérent par rapport aux données que je vais vous présenter après. Et donc on peut considérer que du fait du process, il y a une disparition de lysine de l'ordre de 17% qu'on n'observe pas dans le cas du soja. Et cette disparition, on peut probablement faire l'hypothèse qu'elle est liée au fait qu'on a une fonction amine disponible sur l'acide aminé qui peut réagir du fait des traitements thermiques.
Alors, les travaux qu'on a essayé de résumer, c'est un ensemble d'expérimentations qui ont été faites à partir de tourteaux qui ont été préparés à l'atelier pilote. Et donc, ce qu'on a fait sur ces tourteaux, c'est qu'on a fait varier l'intensité des traitements thermiques. Alors, soit la durée de la désolventation, soit se passer de pré-traitement avant la pression. Et donc, on va voir par la suite, hein. Donc ces tourteaux ont été caractérisés in vitro sur la teneur en acide aminé, la solubilité des protéines, etc. Et il y a eu des mesures in vivo faites sur porc et sur volaille. Donc sur porc, ça a été fait donc à Hohenheim, à Nottingham et à Wageningen. Alors les résultats de Wageningen, je vous les présenterai pas parce qu'ils sont pas encore publics, mais ils sont concordants avec ce qu'on va voir. Et sur poulet, donc il y a eu des travaux faits par le Scottish Rural College et d'autres à l'INRA en France qui ne sont pas encore disponibles. Alors, pour la première étude, donc qui est la plus ancienne également, c'est des tourteaux qu'on a fabriqués selon le process classique avec une étape d'aplatissage, de cuisson, pré-pressage, granulation, extraction de solvant. Jusque-là, tous les produits subissent le même traitement et ensuite on fait varier la durée de désolventation en passant de 48 minutes à 93 minutes. Les opérations ont été faites à l'atelier pilote de Pessac, donc je vous présente rapidement un peu les outils. Donc là, vous avez à gauche le cuiseur et la presse. Ensuite, l'atelier d'extraction, donc on voit de loin. Et sur la diapositive suivante, donc vous avez une vue de l'extracteur, qui est un extracteur à bande de Smet, capacité 200 kWh. Et le désolvanteur. Donc le désolvanteur est un désolvanteur vertical à 6 plateaux dans lequel le produit va passer d'étage en étage, donc en arrivant du haut et en allant vers le bas, et il va croiser un flux de vapeur ascendant qui va permettre de faciliter l'élimination du solvant. Donc pour revenir à nos tourteaux de Hohenheim, on a sur le graphe de gauche la ligne verte qui présente l'évolution de la solubilité des protéines en fonction des différentes étapes et de la durée des traitements de désolventation. Et donc, on voit que rapidement, la solubilité diminue. Alors, déjà à l'étape du tourteau de pression, hein, les écailles ont déjà une solubilité qui diminue par rapport à la graine. Et la plus grosse baisse se fait à la désolventation, donc pour le tourteau 48. Ensuite, avec l'allongement du temps de désolventation, on a une baisse, mais qui est moins prononcée. Et on commence donc vers un petit peu au-dessus de 40 et on finit un peu au-dessus de 30, donc ce qui n'est pas une très grosse diminution. Par contre, vous avez la ligne jaune qui représente la teneur en fibre MDF. Et donc, on voit que l'étape de cuisson avant pressage ne lui fait rien. Par contre, on voit qu'elle monte de manière assez importante à chaque étape de la désolventation. Et donc, c'est un marqueur qui serait peut-être un peu plus subtil et qui prouve qu'il se passe des choses hein, pendant ces étapes. Sur le graphe de droite, vous avez en parallèle donc les glucosinolates exprimés sur matière sèche délipidée et la lysine en grammes par kilo de matériel. Donc on voit que les deux courbes suivent une cinétique à peu près similaire, avec une diminution rapide, de même que pour la solubilité, on a une baisse à l'étape la cuisson avant pressage, puis à l'étape de la désolventation, et encore de la diminution, mais moins intense, avec l'allongement des durées de cuisson. Et donc ce qu'il faut regarder pour la lysine, hein, la ligne rouge, c'est qu'on part d'une teneur en lysine, c'est vraiment la teneur en lysine, hein, on est à 23 grammes par kilo et on finit aux alentours de 17 grammes par kilo et exprimé sur la matière sèche délipidée. Donc quand on regarde ensuite la digestibilité idéale standardisée, là c'est exprimé en grammes de lysine digestible par kilo de tourteau.
on voit bien que l'allongement de la durée de la désolventation va impacter de manière quasiment linéaire cette digestibilité. Et c'est beaucoup plus intense parce que la perte de digestibilité des protéines. La lysine est beaucoup plus sensible à ces traitements que l'ensemble des protéines, puisque les deux échelles sont, alors c'est pas les mêmes échelles, mais elles varient de manière proportionnelle. Et si on regarde entre le traitement le moins prononcé et le traitement le plus prononcé, on a une perte de lysine digestive qui est équivalente à 26% de ce qu'il y a au départ. Donc, pour conclure, donc il y a 17% de la lysine qui est perdue dans les tourteaux, qui sont à peu près similaires à nos tourteaux industriels à plus de 40% de solubilité, et jusqu'à 25% pour des produits qu'on pourrait dire surcuits, qui peuvent arriver aussi dans l'industrie. Et d'une teneur en lysine de départ de 23 grammes par kilo sur le produit délipidé, il n'y en a que de 10 à 12% qui soient digestibles pour les porcs. Alors, la deuxième étude que je présente, c'est celle qui a été faite en Grande-Bretagne. Et donc là, on a deux campagnes. Il y a une campagne en 2013 où il a été comparé une pression à froid à un procédé dit soft. Alors soft parce qu'il n'y a pas de pré-traitement avant la cuisson. On fait une pression à froid et on fait une extraction de solvant. Et la désolventation se fait dans des conditions dites soft, mais en fait qui sont quand même relativement sévères puisqu'on monte à 105 degrés avec 25 kWh de vapeur à la taille de notre installation, c'est quand même pas mal. Et il y a une deuxième vague en 2014 où on a travaillé donc avec le soft, on a reproduit les mêmes conditions et on a fait un standard entre guillemets où là on a rajouté l'étape de cuisson avant pressage et la désolventation a été faite de manière un peu plus drastique avec des températures de 110 à 116 degrés, la même injection de vapeur. Donc là, si on regarde ce que ça donne sur les porcs, donc là vous avez les trois traitements donc, qui sont comparés. Alors c'est peut-être un raccourci parce que c'est pas exactement tous les mêmes. Enfin, ce sont pas les mêmes variétés, pas les mêmes animaux, mais en gros on peut quand même voir que la pression à froid impacte peu la solubilité. On est à 80% de solubilité des protéines. La digestibilité idéale apparente des protéines est importante, et de même que celle de la lysine qui est même à 85% à peu près. Le passage au traitement soft, donc hexane et défermentation relativement classique, diminue vraiment de manière assez importante la solubilité. Là, on est entre 40 et 50%, un peu comme les tourteaux qu'on a vu dans l'enquête de tout à l'heure. La lysine, elle passe de 85 à 70% de digestibilité, et comme les protéines. Et le traitement le plus cuit fait descendre encore la lysine. Et donc, si on regarde que la lysine, on voit que la diminution va beaucoup plus vite. La diminution de la digestibilité de la lysine va beaucoup plus vite que celle des protéines. Quand on regarde les mêmes chiffres, mais exprimés en kilos de lysine en grammes de lysine par kilo de tourteau, donc là j'ai pas le soft parce qu'il me manque des données, mais on voit que donc la lysine totale diminue du fait du traitement thermique et la lysine digestible est impactée de façon assez importante puisque ça représente 33% de la lysine du soft dans le standard. Donc l'autre étude qui a été faite sur poulet, on retrouve un peu les mêmes choses en ce qui concerne la perte de lysine apparente, pas la perte de lysine totale. La digestibilité sur poulet apparemment est un peu moins perturbée que celle sur porc, puisque dans cette fois-ci la perte de lysine digestive n'est plus que de 27%, mais ça reste quand même relativement important. Donc, pour résumer un peu les choses, si on rassemble un peu toutes les données qu'on a de ces études en Allemagne et en Grande-Bretagne,
et on compare la solubilité des protéines dans la potasse avec la lysine digestible exprimée en grammes de lysine par kilo de tourteau, on a quelque chose qui répond pas trop mal à une régression linéaire. Et donc, plus la solubilité diminue, et donc moins on a de lysine digestible euh, par rapport aux différents animaux. Alors, c'est certainement un peu vite dit, hein, mais l'idée est quand même vraiment de montrer que dans le cas de ce colza, il y a vraiment une sensibilité assez importante à l'effet des traitements thermiques, et la lysine est vraiment l'acide aminé qui est le plus frappé par ça. Alors, quand je dis qu'il y a une sensibilité spécifique du colza à ces traitements thermiques, je me base aussi sur un test qui a été fait il n'y a pas très longtemps chez nous, où on a pris du colza et du tournesol, on leur a fait subir exactement le même traitement avec une extraction à froid, on a aplati les graines, on a fait une extraction à l'hexane, et ensuite le solvant a été éliminé sous vide, ce qui permet donc d'avoir des protéines natives. Et ce matériel, ensuite, on l'a mis dans un cuiseur de paillasse, et on a essayé d'appliquer exactement les mêmes conditions, donc une température d'environ 114 degrés, appliquée pendant 60 minutes, avec un peu d'injection de vapeur. Donc quand on compare la solubilité des protéines avant, donc dans le cas du colza et du tournesol, on est quasiment au même niveau avec 87 et 86%. Par contre, après le traitement thermique, là, on voit que dans le cas du colza, on est tombé à 53%, alors que dans le cas du tournesol, on est resté aux alentours de 83%. Donc il se passe quelque chose dans le colza qui se passe pas sur le tournesol, et probablement le soja est un peu similaire. On n'a pas la même sensibilité. Donc je l'affirme sans preuve, hein, mais a priori on est un peu sur les mêmes genres de problématiques. Donc la question c'est, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de modifier le process pour éviter ce genre de problème? Et donc la réponse est probablement oui. Et donc je vous donne un exemple d'expérimentation qui a été faite à l'atelier pilote il y a quelques années. Dans le cadre de travaux où on cherchait à démontrer la possibilité de récupérer de la chaleur basse température dans le process en séchant les graines, en utilisant la de chaleur pour faire du séchage. Donc on a testé l'effet d'un séchage assez prononcé des graines avant trituration. On s'est aperçu que ça perturbait quand même le fonctionnement classique, puisque on avait du mal à floconner. Donc on a trouvé la solution en pressant les graines sans aplatissage et en les réchauffant simplement à 80 degrés. Et en faisant ça, on s'est aperçu qu'on avait un très bon désoulage. On est sorti de la presse avec 9% d'huile résiduelle. Donc on a appliqué sur les mêmes graines un procédé plus classique où on aplatit, on fait une cuisson, donc on tombe à 3,7% d'eau, et c'est une graine probablement qui se presse bien puisqu'on a aussi un cake qui est à 10% de matière grasse. Et donc il nous manquait un produit un peu de référence avec la teneur en huile qu'on trouve classiquement en pré-pression. Donc on a repris encore les mêmes graines, et cette fois-ci on a fait une cuisson un peu plus rapide avec un plus grand débit de l'installation. On est sorti du cuiseur à 6,6 d'eau. La presse a été accélérée, et donc là on a obtenu un cake qui était à 17% de matière grasse, mais bon, qui en termes de qualité de l'écaille était vraiment pas terrible. Donc tout ça a subi le même traitement d'extraction, et puis au niveau de la désolimentation, on a fait varier des conditions. Je vous présente pas tous les résultats parce que ils sont assez concordants. Je vais juste vous présenter une condition de désolimentation qui permet d'atteindre des bonnes valeurs de désolimentation pour les premiers tourteaux. Et donc le premier tourteau, on l'a appelé le tourteau de graines.
Le deuxième, on l'a appelé le tourteau de dried flakes, donc c'est DF, et le dernier, c'est fast, c'est cuisson rapide. Donc les produits qu'on obtient de ces trois procédés, donc déjà on a regardé la rétention d'hexane dans le marc, et donc on voit que pour les cakes qui sont bien déshuilés, on a une rétention qui est faible comparée aux écailles qui sont faites rapidement. Donc 14% d'hexane au départ contre 27% pour le fast. Ce qui permet avec un traitement de désalimentation relativement peu drastique, hein, il y a peu d'injection de vapeur, un temps de séjour assez court. On obtient des teneurs en hexane résiduel faibles et tout à fait acceptables puisque c'est des ppm dans le tourteau, donc 128 et 96, c'est à peu près la même chose pour les deux premiers tourteaux, peu gras au départ, et un tourteau qui n'est pas acceptable en termes d'hexane résiduel pour le fast, qui est à 1,7% d'hexane, si je ne dis pas de bêtises. Et donc un produit qui serait pas commercialisable. Donc le dernier critère, donc c'est la solubilité des protéines. Et donc on voit que sur le tourteau qui vient des graines séchées, on est à 81% de solubilité, c'est-à-dire on n'est pas très différent de la solubilité initiale des graines. Le tourteau qui a subi un traitement de cuisson avant pressage, qui a abouti à une humidité assez basse, donc lui il a perdu quand même 20%, alors on est à 60%. Et le tourteau qui a été cuit rapidement, donc il a été cuit, donc il a perdu un peu de solubilité, mais moins que l'autre. Et il est à 70%, donc ce qui serait pas mal, mais la désolventation ne va pas, donc c'est pas quelque chose d'acceptable. Donc en conclusion, on va dire que le procédé actuel de trituration, il engendre des problèmes importants de qualité du tourteau de colza, hein, et la lysine est le principal critère qui subissent ces dégradations. C'est quelque chose qui a l'air d'être vraiment spécifique au colza, hein, c'est quelque chose. Alors là, on n'a pas pour l'instant élucidé la raison. On ne sait pas si c'est parce que la protéine de colza est particulière ou si c'est parce qu'il y a quelque chose dans la matrice qui va réagir avec la lysine disponible et qui va générer ce, des liens avec le NDF qu'on a vu tout à l'heure qui font perdre de la digestibilité, de la solubilité. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que en travaillant sur la préparation, hein, en séchant les graines avant de trituration, et surtout en rentrant quelque chose dans l'extracteur qui va être facile à désolventer parce qu'il contient peu d'hexane résiduel, on peut, en utilisant un désolvanteur classique à pression atmosphérique, sortir des tourteaux qui sont plutôt très bien désolventés et avec une bonne solubilité de protéines. Mais ça nécessite de repenser l'amont et toute la préparation. Voilà, donc j'en ai terminé. La présentation, je l'ai mise sur notre site web, mais la conférence a été enregistrée. Vous pourrez la demander à l'ITERG, qui vous donnera un lien ou un moyen de la récupérer. Et donc tout ça est aussi, enfin on peut aussi en discuter. Vous pouvez me contacter directement si vous avez des questions particulières. J'en ai terminé pour la présentation. Je vais prendre une minute pour regarder les questions et je reviens avec des commentaires. Donc on a détecté une problématique de traitement des graines en amont de la trituration, donc de cuisson pour le colza, qui serait extrêmement dommageable à la qualité du tourteau en aval. Ce qu'on n'a pas en soja et ce qu'on n'a pas en tournesol, on est d'accord. Ouais. Et puis ça me fait penser que ça joue aussi sur l'huile. Oui. Parce que si tu n'as pas d'aplatissage, ce qui me manque là-dedans, moi, c'est des temps. Il manque des choses qu'on n'a pas. Tu sais, les cinétiques, tout ce qui est lié à la partie enzymatique,
Oui. Quand tu fais l'aplatissage, ça prend un certain temps. Tu libères les enzymes, tu commences à couper les phospholipides, tu commences à dégrader des choses, à repasser des lipases qui te sortent des diglycérides, des monoglycérides, etc. Si on ne fait pas d'aplatissage, ça peut être un avantage. Donc, ça irait dans le sens de la qualité du tourteau ou des protéines. Bon, je reprends la parole. Alors, on vient de faire le tour. Visiblement, personne n'a formulé de questions par écrit. On va arrêter là. Si vous avez besoin davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Ça s'arrête là? Oui, ça s'arrête là. Donc une demi-heure. Moi, ce qui me... Oui. J'arrête. Je raccroche. Je raccroche.